Dans la vidéo précédente, on a dit quelques mots sur l'équilibre économique et maintenant on va pouvoir enfin rentrer dans le détail du modèle ASAD, offre globale, demande globale, puisqu'on a vu les éléments les plus importants, c'est-à-dire le circuit économique et les grands équilibres, mais aussi la différence entre l'équilibre comptable et l'équilibre économique. On va s'intéresser ici à l'équilibre économique des comportements, l'équilibre qui permet d'assurer l'égalité entre l'offre et la demande globale. Et l'égalité entre O et D globale, c'est l'égalité entre c'est le point de rencontre entre la courbe AD qui représente la demande globale et la courbe AS qui représente l'offre globale. Donc imaginez que j'ai une courbe AS ici. Voilà, on aurait AS et on aurait un point de rencontre ici qui fixerait un niveau de revenu ou de produit national et un niveau général des prix au point A. Bon, pour l'instant, nous on va s'intéresser à ça, à la courbe AD. Si vous vous souvenez, on peut représenter l'égalité économique, l'équilibre économique offre et demande, en disant que l'offre, c'est le produit national fabriqué par les entreprises, qui doit être égal, donc Y, tout simplement, de toute façon c'est une des variables dont on se sert ici, qui doit être égal à la demande, et la demande, c'est donc la demande de consommation, plus c'est l'approche par la demande, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, plus la demande d'investissement des entreprises, plus les dépenses publiques finalement de l'État pour fabriquer des biens publics, plus eh bien, ce qu'on appelle les exportations nettes ou le solde de la balance commerciale, c'est pareil, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations. Sachant que évidemment, si ça c'est positif, ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe, donc il y a une demande extérieure. C'est pour ça qu'on l'ajoute à la demande. Si on importait plus qu'on exportait, eh bien, il faudrait retirer à cette demande le fait qu'on utilise des biens d'importation, et ces biens d'importation, ils ne sont pas compris dans ce Y qui est le produit national. C'est pour ça que parfois, là je refais, on l'a déjà dit, mais je refais un petit écart, c'est pour ça que parfois on écrit aussi Y plus M, c'est-à-dire l'offre nationale et internationale. C'est-à-dire l'offre des entreprises sur le sol français et des autres entreprises doit répondre à toute la demande des agents en France. G plus, mais aussi à la demande internationale. Vous voyez, donc c'est une autre manière de décrire cette égalité offre et demande. Alors on va s'intéresser donc à AD. Donc AD en fait est composé de tout ça. La demande globale, c'est la demande globale de consommation, d'investissement, dépenses publiques, et puis la demande extérieure. Alors, on a deux questions à laquelle il faut répondre. Pourquoi, pour savoir construire AD, et pour savoir comment ça fonctionne en fait, pourquoi AD est-elle décroissante dans ce plan? C'est-à-dire, pourquoi il y a une relation décroissante entre l'inflation, ou le niveau général des prix, et le revenu quand il s'agit de la demande? C'est-à-dire pourquoi il y a une relation décroissante entre la demande et quantité demandée. Vous voyez, tout point sur la courbe AD, ici, tout point sur la courbe AD nous donne une quantité demandée. Ici, ce sera le PIB qui permettrait de répondre à toute cette demande. Ici, ce serait le couple PIB et niveau général des prix qui permettrait de répondre à toute cette demande. Pourquoi AD est décroissante? Pourquoi quand les quantités demandées et donc le PIB qui répondrait à cette demande augmente, ça implique une baisse des prix. Pourquoi est-ce que quand le prix baisse, eh bien, les individus demandent plus, autrement dit? Pourquoi est-ce que AD est décroissante? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui motive les déplacements de AD? Donc c'est le même genre de question que pour le cours de microéconomie sur la demande de marché ou sur la demande individuelle, sauf que ça ne représente pas la même chose. Simplement, graphiquement, on se pose le même genre de question. Pourquoi est-ce qu'on a une relation décroissante? Qu'est-ce qui nous donne le droit de représenter ça de manière décroissante? Pourquoi est-ce que c'est pas un peu plus plat ou un peu plus vertical d'ailleurs? On peut aussi se poser ces questions-là. Donc pourquoi AD est décroissante et décroissante comme ça? Deuxième question, eh bien, qu'est-ce qui fait que AD est placé ici? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer que eh bien, AD va à un moment donné augmenter, ou au contraire, AD pourrait aussi baisser? Vous voyez que si elle augmente ou si elle baisse, on a un nouveau revenu d'équilibre, un nouveau PIB et donc un nouveau taux de chômage. Je vous rappelle qu'il y a un lien direct entre le PIB et le taux de chômage. Donc forcément, si on laisse de côté l'analyse de l'offre globale et qu'on s'intéresse qu'à la demande, eh bien vous pouvez voir que quand la demande se déplace dans l'axe,
eh bien on a des niveaux différents d'équilibre avec l'offre qui nous donnent des niveaux de chômage et de PIB différents. Donc, ce sont des questions qui sont importantes pour bien maîtriser le déplacement de la courbe, le déplacement le long de la courbe, et bien pouvoir analyser l'équilibre économique, l'équilibre macroéconomique. Bien, pour comprendre tout ça, pour répondre à ces questions-là, il faut s'intéresser aux déterminants des grandes fonctions macroéconomiques. Il faut expliquer les déterminants des grandes fonctions macroéconomiques. C'est-à-dire, comme on sait que AD est en fait l'ajout de grandes fonctions macroéconomiques, la fonction de consommation, la fonction d'investissement, l'État, les exportations et les importations, eh bien, il faut comprendre les déterminants de ces grandes fonctions macroéconomiques. De quoi dépend la consommation? Pourquoi est-ce que, puisque la consommation fait partie de la demande globale, quel est le lien entre la consommation et les prix? Ce qui veut dire que eh bien, la consommation sera de plus en plus grande quand les prix baissent, etc., etc. Donc il faut qu'on s'intéresse aux déterminants des grandes fonctions macroéconomiques pour comprendre pourquoi AD est décroissant et qu'est-ce qui explique les déplacements, qu'est-ce qui motive les déplacements de AD. Alors, dans cette vidéo, je ne vais faire que de l'introduction sur les déterminants des grandes fonctions C, I, G, X et M. Ce n'est que de l'introduction parce que si on a le temps, on fera plus en détail des analyses sur chacune de ces fonctions, puisque chacune de ces fonctions font l'objet d'une littérature, d'analyse économique, de controverses qui sont très fortes et qui sont très longues à introduire. Donc il faudra faire une ou plusieurs vidéos sur chacune des fonctions macroéconomiques. Donc là, on va faire que de l'introduction. Alors, la consommation. De quoi dépend la consommation? La consommation, c'est une fonction, grand F, c'est-à-dire en fait, elle dépend de, c'est ça que ça veut dire, elle dépend de quoi? Alors la consommation des ménages, elle dépend d'abord du revenu disponible. C'est-à-dire qu'elle dépend du revenu et du montant de l'impôt. Le revenu disponible, qu'on appelle des fois YD, c'est en fait le revenu moins l'impôt. C'est normal, vous avez un revenu qui rentre dans votre poche. Tous les ménages ont un revenu qui rentre dans leur poche, ils le dépensent, mais avant de le dépenser, souvenez-vous du circuit économique, avant de le dépenser dans les biens, vous voyez, on avait les ménages là, avant de le dépenser dans les biens de consommation, on avait déjà, hop, un problème, il fallait déjà payer les impôts. Il est important de se souvenir que la consommation dépend du revenu disponible, c'est-à-dire soit vous mettez YD, soit c'est peut-être plus précis, ou en tout cas moins porteur à confusion, la consommation dépend du revenu national et des impôts. Alors, ça dépend de plein d'autres choses, mais simplement, ne faites pas l'erreur de considérer que la consommation dépend des salaires. En macroéconomie, ça ne fonctionne pas comme ça, précisément parce que, si vous vous souvenez, le produit ou le revenu, c'est la même chose, c'était la somme des salaires et des profits, puisque toutes les entreprises appartiennent aux ménages. Donc ne venez pas dire que la consommation dépend des salaires, et uniquement des salaires, ne venez pas dire que le revenu, c'est le salaire. Le revenu n'est pas le salaire au niveau macroéconomique, c'est souvent vrai pour vous et pour moi, parce que la plupart de nos revenus sont tirés des salaires qu'on touche du travail, revenus du travail. Mais au niveau macroéconomique, on a les chefs d'entreprise, on a les auto-entrepreneurs, on a les individus qui ont des actions, qui touchent des dividendes, etc. et qui utilisent ces ressources pour consommer. Alors, n'oubliez pas non plus que la consommation ne dépend pas forcément des salaires, mais bien du revenu, parce que, si on revient là, vous voyez que le revenu est fait à la fois des salaires et des profits, et plus le revenu augmente, d'accord, moins on a de chômage. Et on pourrait imaginer une situation dans laquelle le revenu augmente parce que les salaires baissent. Et si le revenu augmente parce que les salaires baissent, on aurait donc plus de consommation, puisque quand le revenu augmente, le revenu national, la consommation augmente. On pourrait avoir une augmentation de revenus parce que le chômage a baissé. Imaginez, tous les salaires baissent, c'est une situation un peu, je pense, irréaliste, mais imaginez que tous les salaires baissent. Imaginez que le chômage baisse parce que les entreprises embauchent plus, le produit national augmente et donc la consommation augmenterait alors que les salaires ont baissé. Donc méfiez-vous, je le répète, de l'amalgame entre salaire et revenu, ce n'est pas la même chose. Donc la consommation dépend du revenu et non des salaires. Et plus précisément, la consommation dépend positivement, donc je mets un petit plus en dessous, du revenu, c'est-à-dire quand le revenu augmente, la consommation augmente. Quand les impôts augmentent, la consommation diminue. Donc elle dépend négativement des impôts. La consommation dépend également du niveau des prix. Alors évidemment, c'est bien pratique puisque regardez, si on reprend notre graphique, on a bien ici le niveau des prix.
et ici la courbe AD. Et comme la courbe AD, il y a la consommation dedans, évidemment, on peut s'attendre à ce que les quantités demandées, et la consommation fait partie de ces quantités demandées, eh bien les quantités demandées augmentent avec la baisse des prix. Donc ça, c'est un petit peu comme en microéconomie, mais pour des raisons différentes. Pas pour des raisons de substitution, mais pour des raisons simplement d'effet de richesse. C'est-à-dire quand le niveau des prix augmente, les individus sont relativement moins riches à revenu égal, et donc ils consomment moins. Quand le niveau des prix augmente, la consommation baisse, et quand le niveau des prix baisse, la consommation augmente, puisque les individus sont relativement plus riches. Donc là, on a les grands, on va dire, là on a les grands déterminants de la consommation, mais on pourrait en rajouter d'autres. La consommation dépend de la confiance des ménages. Donc ça veut dire que quand les ménages sont confiants, eh bien ils sont prêts à consommer plus, à utiliser plus de leurs revenus pour consommer par rapport à une situation où ils auraient très peur par rapport à l'avenir et où au contraire ils auraient plutôt tendance à épargner. Donc les ménages consomment et donc épargnent, puisque l'épargne c'est ce qui reste après une fois que vous avez consommé. La consommation, elle dépend aussi de la confiance des ménages, confiance en l'avenir, dans les perspectives d'emploi, les perspectives de profit, etc. La consommation, elle dépend également de la richesse. Alors, la richesse n'est pas le revenu. La richesse, c'est un stock. Le revenu, c'est un flux. La richesse, c'est ce qu'on a accumulé au cours de sa vie ou au cours d'une période de temps. Donc, c'est un stock. Ça s'accumule. Le revenu, c'est un flux. C'est ce qui se passe en une année. C'est comment ça circule. Et la richesse, on a une idée de la richesse des individus en regardant leurs actifs et leurs dettes. Donc, si la dette des individus augmente, les individus sont moins riches, ils vont moins consommer. Si au contraire, les individus ont des créances, par exemple, c'est-à-dire que d'autres individus sont endettés vis-à-vis d'eux, eh bien, effectivement, les individus auront donc plus de ressources et donc pourront consommer plus. Si vous avez un krach boursier, par exemple, eh bien, vous aviez des actifs, par exemple des actions. La valeur de ces actifs à cause du krach, vous aviez des actions Apple, elles valaient, je sais rien moi, 200 $. Et puis à un moment donné, boum, vous avez un krach. L'action Apple dégringole, vos actions qui valaient 200 $, elles en valent plus que 10. Donc vous êtes passé d'une richesse d'un certain montant de dollars à une richesse qui est 20 fois plus faible. Et donc forcément, vous avez moins de richesse. Et donc forcément, vous pouvez moins consommer. Alors évidemment, vous voyez que la consommation dépend négativement des prix. Ce qui veut dire que quand le prix, ici, imaginez que ici on a AD, et imaginez qu'il y a un changement de prix. Ben, s'il y a un changement de prix, par exemple s'il y a une baisse de prix, la baisse de prix ici, comme c'est négativement lié à la consommation, la baisse de prix engendre une hausse de la consommation. Et donc une hausse de la consommation contribue, puisque la demande, elle est composée de consommation plus d'autres choses. La hausse de la consommation contribue à la hausse de la demande, des quantités demandées. Pardon. Et donc, eh bien, une baisse de prix, ici, augmenterait les quantités demandées ici. Donc, AD, la courbe de demande est bien décroissante du prix parce que, une explication avec la consommation, parce que la consommation est décroissante du prix. Évidemment, si d'autres paramètres venaient à évoluer, par exemple, imaginez que la confiance des ménages augmente, eh bien, ce n'est plus un paramètre qui dépend du prix, mais un autre paramètre. C'est un petit peu comme, si vous vous souvenez du cours de microéconomie, c'est un autre paramètre que le prix. Donc, comme il est hors la représentation graphique, comme il est hors axe, ça veut dire que c'est la courbe entière qui va se déplacer. Pour tout niveau de prix, par exemple, si les gens ont plus confiance, vous prenez le même niveau de prix, pour tout niveau de prix, les individus consommeraient plus, et donc la courbe de demande globale se déplacerait. Bien, dernier élément, la consommation, j'ai oublié de le dire, mais la consommation dépend également du taux d'intérêt. Donc on ajoute à cette confiance, à la richesse, au prix, aux impôts, et aux revenus, on ajoute le taux d'intérêt. Et la consommation dépend négativement du taux d'intérêt. Pourquoi ? Pour comprendre pourquoi la consommation dépend négativement du taux d'intérêt, il faut comprendre le lien entre l'épargne et la consommation. L'épargne et la consommation sont en fait les deux facettes d'une même chose. C'est-à-dire vous avez un revenu, et ce revenu il est consommé ou épargné, et il sert à payer également des impôts. Donc vous payez des impôts, vous épargnez, vous consommez. Ça voudrait dire que donc l'épargne, vous voyez, l'épargne, c'est ce qui reste une fois que vous avez votre revenu, vous avez consommé et vous avez payé vos impôts. Donc Y moins T, c'est le revenu disponible. Donc l'épargne, c'est quoi? C'est le revenu disponible moins la consommation.
Ou si vous préférez, c'est le revenu qui reste une fois qu'on a consommé et payé des impôts. Bon, donc les individus d'une nation doivent payer des impôts, donc d'une certaine manière, on peut considérer que ça leur échappe un peu. Par contre, les individus, eux, ont le choix entre consommer ou épargner. Comment est guidé ce choix, cette répartition entre la consommation et l'épargne? Eh bien, il y a le revenu qui permet de guider ce choix, c'est-à-dire que finalement, on peut imaginer que si vous êtes pauvre, vous allez épargner très peu et puis vous allez consommer tout parce que vous n'avez pas assez de ressources, vous n'êtes pas assez riche pour vous permettre d'épargner. Donc on peut imaginer que si un pays est pauvre ou si une partie des ménages d'un pays sont pauvres, eh bien il va y avoir plus facilement de consommation que d'épargne. Le revenu joue donc un rôle de clé de répartition entre la consommation et l'épargne. L'autre clé de répartition, c'est le taux d'intérêt. Donc on revient au taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand le taux d'intérêt augmente, eh bien le taux d'intérêt rémunère l'épargne. Si vous placez votre épargne à la banque, si vous le placez sur les marchés financiers en achetant des obligations, eh bien, ou en achetant des actions, vous offrez votre épargne finalement à des organismes de placement ou à la banque, eh bien, cette offre d'épargne vous est rémunérée. Si vous avez un livret A, si vous avez une assurance vie, vous êtes rémunéré avec un taux d'intérêt. Donc ce taux d'intérêt oriente la décision d'épargner ou de consommer. Quand le taux d'intérêt augmente, on a tendance à dire qu'il est plus intéressant de consommer un peu moins au niveau individuel aujourd'hui pour placer, avoir un taux d'intérêt et demain pouvoir consommer. Donc l'épargne, c'est la consommation de demain. L'épargne, c'est la consommation différée, différée à demain. D'accord? Et comme un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, pour différer sa consommation, il faut une rémunération. Il faut une incitation à différer sa consommation et cette incitation, c'est le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, il joue dans la consommation comme il joue dans l'épargne. De toute façon, l'épargne, c'est ce qui reste une fois que vous avez consommé et payé vos impôts. Donc, l'épargne dépend des mêmes paramètres que la consommation. Dépend des prix, dépend des impôts, dépend du revenu, dépend de la confiance, de la richesse et dépend du taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, on a tendance à dire que les ménages vont placer plus facilement leur argent, vont épargner plus facilement et donc consommeront un petit peu moins.